Alors, la prochaine intervention, je crois qu'elle sera sans grand suspense. Je vais revenir quelques slides en arrière et je vais demander à Thaïs Descuffon de monter sur scène. Bonjour à tous. La première fois que j'ai assisté à un événement organisé par la Fondation Pollemia, que je remercie au passage de m'avoir invité, c'était pour les Bobards d'Or en juin 2021. À l'époque, nous étions déjà 3 mois après la dissolution de Génération Identitaire, ce mouvement activiste, anti-immigration, dont j'étais porte-parole et que vous connaissez sûrement. Avec mes anciens camarades, nous occupions régulièrement le devant de la scène médiatique par nos actions, disons-le, plutôt spectaculaires contre l'invasion migratoire qui frappe l'Europe et l'islamisation qui en découle naturellement. Ceux qui se souviennent de notre action Place de la République en juin 2020 contre le comité Adama Traoré savent de quoi je parle. Ça, c'était jusqu'en mars 2021. La dissolution de Génération Identitaire a été un exemple remarquable de la politisation de la justice française et de l'arbitraire de l'État. Un groupe activiste, politique, jamais condamné pour des faits de violence, a été dissous parce que considéré comme un danger pour l'ordre public. Une véritable blague. Après 9 ans à lutter en première ligne pour défendre notre civilisation française et européenne, le fer de lance du combat identitaire se trouvait écrasé par un Gérald Darmanin qui détourne chaque jour le regard de la menace islamiste, autrement plus mortelle pour notre peuple. Cette dissolution, je vous l'avoue, a causé chez moi une tristesse profonde et, soyons clairs, une véritable dépression. J'avais déjà connu la répression et la censure en tant que militante, sur le terrain d'abord, avec les gardes à vue et l'impossibilité de continuer à étudier sur le campus de ma fac qui m'a forcée à prendre des cours à distance. La difficulté à trouver un travail ensuite. Mais aussi sur le plan virtuel, les suppressions répétées de mes comptes Twitter et Instagram ont été, je l'avoue, à chaque fois des coups durs. Pour des personnes libres, comme vous et moi, la censure fait partie des pires tortures imaginables. Et pourtant, je m'efforce de garder la tête haute. Ce que mes 3 ans, un peu plus, mais d'engagement politique à haute intensité m'ont appris, c'est qu'il ne faut jamais perdre espoir. D'une part, parce que la répression que nous subissons fait quand même bien pâle figure à côté de ce qu'a subi un dissident absolu comme Solzhenitsyn. Heureusement, nous n'avons pas à craindre l'exil en Sibérie. Certes, le système est capable de frapper, et de frapper fort. Il nous l'a montré avec la dissolution de Génération Identitaire, mais estimons-nous heureux de ne pas avoir à craindre l'exécution sommaire à l'aube pour nos opinions. Les insurgés de Budapest en 1956, les Vendéens ou les combattants des Thermopyles ont vécu à des époques autrement plus impitoyables, admettons-le. Pourtant, ils ont tout donné pour leur combat. La victoire n'est peut-être pas venue immédiatement, mais leurs efforts ont été récompensés. Nous, aujourd'hui, nous avons des marges de manœuvre pour mener la lutte. Il faut donc relativiser, mesurer notre chance et agir en conséquence. D'autre part, mon expérience personnelle m'a appris que, quoi qu'il arrive, il existe quand même toujours des moyens de participer à œuvrer pour la reconquête. La fin de mon engagement militant, qui a été, comme j'ai pu le dire, un coup dur, a été aussi l'occasion de me lancer en tant que vidéaste. Aujourd'hui, à l'heure où des millions de jeunes sont branchés sur les réseaux sociaux et sur YouTube, il est crucial d'apporter notre vision du monde et notre critique au plus près de la jeunesse. Le virtuel n'a pas pour but de remplacer l'action dans le réel, mais elle permet d'amplifier largement le combat et d'occuper l'espace virtuel qui est un champ de bataille primordial pour nos idées. La réalité, c'est qu'il n'existe pas
un seul bon vecteur pour atteindre les Français et les encourager à faire rupture avec le système dominant. Tous les moyens sont bons, tant qu'ils font une différence. Combat activiste, combat électoral, combat métapolitique et économique sont autant de leviers disponibles pour faire la différence et préparer la victoire. Monter une entreprise patriote, recréer des réseaux d'entraide communautaire, participer à faire gagner des candidats identitaires aux élections locales ou nationales, ou faire de l'activisme sur le terrain sont autant de perspectives positives. En faisant cela, nous n'avons quasiment rien à perdre et beaucoup à gagner. C'est pourquoi je garde espoir. Parce que beaucoup de nos options n'ont pas encore été exploitées. Mais pas seulement. Si je vous demande quelles sont les ressources politiques les plus importantes, vous me répondrez sûrement une doctrine juste, de l'argent, des réseaux, du talent et du courage. Et vous aurez raison. Mais il faut aussi y ajouter l'espoir. On ne gagne pas malgré soi. Il faut prendre le risque d'y croire, quitte à être peut-être déçu, mais sans ça, on n'aura jamais la force mentale nécessaire pour persévérer dans les moments difficiles. La fortune ne sourit qu'à ceux qui font preuve de bonne volonté. Sans une foi sincère dans la justesse de notre combat et dans notre victoire aussi, jamais nous n'arriverons à fédérer les forces vives de notre civilisation. La mauvaise volonté écarte les profils les plus prometteurs et met un frein aux projets les plus ambitieux. Comme un muscle, l'optimisme se développe. Dans nos milieux, on a souvent un goût pour les maudits, les réprouvés, les hérétiques, les conspirations dans les catacombes. Ça se comprend aisément, vu la situation de marginalisation dans laquelle le système nous a maintenus et nous maintient depuis des décennies. Mais nous ne devons pas pour autant apprendre à aimer nos chaînes. Ce n'est pas à nous de marcher à l'ombre et de nous excuser d'avoir nos idées. Ce sont eux qui bâtissent chaque jour un peu plus la dystopie actuelle. La France 1984, c'est leur création, pas la nôtre. L'Europe livrée aux barbares, c'est leur rêve, pas le nôtre. Le sang des victimes de l'immigration sacrifiées sur l'autel du délire multiculturel, ce sang recouvre leurs mains, pas les nôtres. Par conséquent, ce n'est pas à nous de vivre dans les ombres. Notre responsabilité, c'est d'y renvoyer nos ennemis, comme Zeus a renvoyé les titans dans le Tartare pour l'éternité. Si nous croyons sincèrement à la pertinence de nos mythes européens, alors il n'y a aucun doute à avoir sur l'issue de notre combat. Notre victoire viendra, tant que nous faisons le choix de nous battre. Un jour viendra où les traîtres paieront. Cela ne signifie pas que le travail est déjà accompli, mais la fortune sourit à ceux qui combattent pour elle. Non, je ne crois pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes pour autant. Je suis réaliste. Parfois, il m'arrive même de regretter de vivre à notre époque, comme ça nous est sûrement arrivé à nous tous ici présents. J'aurais souhaité vivre dans une France apaisée et une Europe puissante. Quand je regarde parfois des vidéos des archives de l'INA de la France d'avant, j'ai vraiment un profond sentiment de nostalgie. J'aurais aimé ne pas avoir à regarder par-dessus mon épaule quand je sors dans la rue tard le soir, ne pas avoir à subir la culpabilisation permanente de mon passé et de celui des miens, ne pas avoir à supporter tout le spectacle de la laideur ambiante justifié par le culte du progrès. Cela aurait été plus facile. Mais en réalité, mine de rien, je me réjouis de vivre dans la période actuelle. C'est le moment rêvé pour se tester et voir ce que l'on vaut vraiment. Si on écoute les bien-pensants à la télé, ils auraient tous été résistants en 40. Pourtant, ce sont eux les chiens de garde du système. Pour ces commissaires politiques, les journées ne sont que des successions de dénonciations et des slogans pour rappeler la discipline du parti. Alors qu'en réalité, aucun d'eux n'a le courage de se lever contre la nouvelle occupation, celle qui défigure nos rues et les visages de nos compatriotes. Aucun d'eux n'a le cran pour dire que le roi est nu.
La France d'Emmanuel Macron, c'est celle de la tyrannie des imbéciles qui force un grand peuple à vivre sous la coupe de gens qui seraient incapables de tenir un stand de crêpes. Alors, oui, la situation est grave. Mais dans les moments de doute, je me ressource auprès de celui qui est devenu mon guide politique, je peux le dire, c'est-à-dire Guillaume Faye. Comme lui, je m'efforce d'être réalitaire et acceptante. En fait, je crois et je suis convaincue que tout ira bien pire avant d'aller beaucoup mieux. C'est avant l'aube que la nuit est la plus noire. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, selon Hölderlin. Chaque année qui passe, le système se dépasse dans l'horrible. Ces excès préparent la prise de conscience majeure de toute une partie de nos compatriotes, jeunes et moins jeunes. Certes, il est honnêtement illusoire d'espérer un grand réveil collectif instantané. Il n'y aura pas de grand soir. Mais à mesure que l'ennemi se développe, que l'ennemi se dévoile, il participe à grossir nos rangs. Notre devoir, c'est justement d'attirer ceux qui entrent en dissidence pour leur donner une vision positive pour l'avenir. Pas une utopie, mais la promesse d'un monde enfin remis à l'endroit. L'Europe de 2022, c'est une civilisation en état d'avant-guerre ou d'avant-catastrophe. Notre rôle, c'est de rassembler les forces de la reconquête, de les former, de les endurcir, de les structurer et dès à présent de travailler à bâtir le monde d'après. Nous ne devons pas attendre la permission morale de vivre en Européens. Partout où cela est possible, nous devons fournir les efforts nécessaires pour recréer des sanctuaires qui seront les bases d'une contre-offensive de grande ampleur. Nous devons commencer petit à petit, mais nos ambitions doivent être gigantesques. Chaque mètre carré que nous reprenons est une victoire, et chacune de ces victoires prépare la prochaine. Nous ne sommes pas la dernière ligne, nous sommes le premier carré. Il arrivera un moment où, ayant atteint une masse critique, nous serons en mesure de faire pencher le destin en notre faveur. Aujourd'hui, les choses sont claires. Le courage réside bien de notre côté. Mais le courage ne se révèle vraiment qu'à travers une mission portée par l'espoir. Nos qualités doivent être mises au service d'une foi inébranlable dans notre triomphe. Pour terminer, je voudrais dire qu'il est temps, pour entamer la reconquête, d'affirmer notre mot d'ordre. Pas de pitié pour les défaitistes.